Bonjour à tous. Le voyage du pape continue au Sud-Soudan, les représentants des cultes entendus à l'Assemblée sur la fin de vie et un nouveau vicaire général pour le diocèse de Bayeux. C'est dans SIC et ça commence maintenant. Le pape a achevé ce vendredi sa visite en République démocratique du Congo. 4 jours ponctués par des paroles fortes, la prière avec des foules immenses de fidèles et la joie manifeste des Congolais. Ce vendredi matin, le pape a rencontré les évêques au siège de la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, et les a encouragés à annoncer la parole pour éveiller les consciences, pour dénoncer le mal, pour réconforter ceux qui sont affligés et sans espérance. La presenza di Gesù, pastore mite e umile di cuore, vincitore del male e della morte, trasformi questo grande paese et sia sempre la vostra gioia e la vostra speranza. Et le pape est arrivé ce vendredi après-midi à Djouba, au Soudan du Sud, où il restera jusqu'à dimanche. Retrouvez les flashs des envoyés spéciaux de KTO et l'ensemble des retransmissions sur ktotv.com. Ce jeudi, la mission parlementaire d'évaluation de la loi Claes-Leonetti de 2016 sur la fin de vie a reçu des représentants des cultes monothéistes à l'Assemblée. Le président de la commission éthique et société de la Fédération protestante de France, Jean-Gustave Hens, le président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb Bencheikh, le grand rabbin de France, Raïm Korsia, et Monseigneur Pierre Dornelas, responsable du groupe de travail bioéthique à la Conférence des évêques de France, se sont exprimés. Au cours de la table ronde, l'archevêque de Rennes est revenu sur le terme de fraternité. Couper la vie, couper la relation de façon définitive ne peut pas être un acte de fraternité. C'est comme si on inscrivait, selon le CCNE, dans notre devise républicaine, la mort comme étant une valeur et de donner la mort étant une valeur. J'ai proposé qu'on regarde tout à la lumière de la fraternité. Est-ce que ce qui se passe actuellement permet de construire la fraternité authentique avec les personnes qui sont en fragilité parce qu'elles sont en fin de vie à court terme ou à moyen terme, et que cette fraternité qui se tisse par exemple entre le personnel soignant et le patient pour réfléchir ensemble à ce qui convient le mieux pour qu'il soit apaisé, qu'il ne souffre pas, qu'il soit conduit dans le confort dans ces derniers moments de leur existence sur Terre. Et cette fraternité me semble être une clé fondamentale, comme je l'ai expliqué, pour comprendre comment on peut légiférer pour, s'il faut, améliorer la prise en charge des personnes en fin de vie à moyen terme et à court terme. Pour 166, contre 152, l'amendement est adopté. Mercredi, le Sénat a adopté la proposition de loi constitutionnelle visant à introduire le droit à l'avortement dans la Constitution. Un vote favorable qui fait réagir les associations de défense de la vie, même si le texte a été amendé sur proposition du sénateur LR, Philippe Bas. Le droit à l'avortement devient la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Entre le droit retenu à l'Assemblée et la liberté qui est retenue par le Sénat, la nuance est subtile. La liberté comme le droit peuvent être revendiqués devant un juge. Et quelle sera dans l'avenir la primauté entre la liberté prétendue de la femme et la liberté de conscience des soignants, par exemple, ou encore le respect de la vie de l'enfant à naître qui est inscrit dans le Code civil. Ces débats sont extrêmement douloureux parce que ça passe complètement à côté de la réalité. Évidemment, nous souhaitons que ce processus n'aille pas jusqu'au bout et que enfin on puisse avoir un vrai débat sur la réalité de l'avortement. Le texte amendé devra donc repasser devant l'Assemblée nationale. Ce jeudi, les dominicains de la province de France ont présenté le livre publié aux éditions du Cerf, L'affaire, les dominicains face au scandale des frères Philippe. Il s'agit du rapport de l'enquête menée par une commission indépendante pour faire la lumière sur les abus spirituels et sexuels commis par les frères Thomas et Marie-Dominique Philippe, tous deux issus de l'ordre dominicain, et la manière dont l'institution a traité ces affaires. 3 années d'investigation ont été menées par l'équipe dirigée par l'historien Tanguy Cavalin. L'un des problèmes essentiels de cette histoire, qui fait qu'elle est restée sous les radars pendant plus d'un siècle, c'est que chacun ne voyant qu'un petit bout de la vérité, peinait et même échouait à en voir la gravité. Donc ça a été vraiment l'objectif de reconnecter tous ces éléments qui étaient dispersés et que personne n'avait pu voir dans leur intégralité.
Je crois que ce rapport, c'est à la fois un regard sur le passé, sur un passé douloureux, mais nous devons avoir ce regard lucide sur notre passé, mais c'est aussi une feuille de route pour l'avenir. Et moi, je le prends comme ça, comme provincial, et c'est ce que j'ai dit à mes frères, c'est que ce rapport, il est une feuille de route, il doit nous inviter à avoir davantage de prudence et de vigilance dans notre fonctionnement. 2 designers en lice pour la réalisation des chaises de Notre-Dame de Paris. Monseigneur Laurent Ulrich a invité les designers Yona Vautrin et Patrick Jouin à poursuivre leur travail et réaliser un prototype de leur projet, annonce un communiqué du diocèse de Paris. Les 1500 chaises seront principalement disposées dans la nef. Ce sont Yona Vautrin et Patrick Jouin qui ont été retenus parmi les 4 artistes invités à présenter leur projet pour le mobilier liturgique de la cathédrale lors de la première phase de consultation. Ils doivent à présent proposer chacun un prototype et le projet lauréat sera annoncé au second semestre 2023. La réouverture de la cathédrale est prévue pour la fin d'année 2024. Monseigneur Jacques Habert, évêque de Bayeux, a nommé le père Olivier Ruffray vicaire général du diocèse ce mercredi 1er février. Originaire de Bayeux, le père Olivier Ruffray était depuis octobre 2013 recteur du sanctuaire de Lisieux. Je vais repartir à la redécouverte du diocèse que je connais bien puisque je suis né à Bayeux, j'ai grandi à Lisieux, je connais très bien notre diocèse pour avoir accompagné notre précédent évêque dans sa visite pastorale, notamment dans chacune des paroisses lorsqu'il est arrivé. Nous avons ouvert à Lisieux, comme à Alençon, où Thérèse est née, un parcours jubilaire pour cette année de jubilé qui nous invite vraiment à faire confiance. Nous avons choisi comme titre « Par la confiance et l'amour ». Et j'aimerais emporter ces 2 mots de Thérèse, qui termine ainsi ses manuscrits autobiographiques. Je m'élève à lui, le Seigneur, par la confiance et l'amour. J'aimerais emporter ces 2 mots, par la confiance et l'amour, sachant que j'ai déjà demandé à Thérèse et la Vierge Marie de m'accompagner dans cette nouvelle mission. Par la confiance et l'amour, je pense que c'est une belle grâce. Le père Ruffray sera administrateur du sanctuaire jusqu'à la nomination d'un nouveau recteur. Que tu es belle, Marseille, que tu es belle, quand dans la nuit monte de ton cœur une même prière. Que tu es belle, Marseille, quand chaque année au 2 février, tu viens de tous les coins de la ville, ici à Saint-Victor. Les festivités de la Chandeleur ont commencé très tôt ce 2 février dans le diocèse de Marseille. À 5 heures, l'évangile a été accueilli avec la marine marchande sur les quais, en procession jusqu'à l'abbaye Saint-Victor, symbolisant l'arrivée de la Vierge Marie il y a 2000 ans. L'archevêque de Marseille, le cardinal Jean-Marc Aveline, a béni la cité phocéenne, les cierges de l'abbaye Saint-Victor, ainsi que les fameuses navettes marseillaises en présence du maire de la ville, Benoît Payan. Ces festivités dureront toute la semaine à l'abbaye Saint-Victor jusqu'à la dernière procession au flambeau, jeudi 9 février.